Écoutez, la vérité en face. S'il vous plaît, qui fournit les armes au Rwanda et qui fournit les armes au M23? N'est-ce pas certains membres de l'ONU, fournir certains pays de l'ONU? Non, moi je ne suis pas d'accord avec les termes fournir, parce qu'il y avait l'embargo entre guillemets, la notification d'achat des non, ça armes. c'était pour la RDC. Ça a été levé justement. C'était pour la RDC. Les Rwandais achetaient les armes comme d'autres pays du monde sans problème. C'est la RDC qui avait des problèmes pour l'achat des armes parce qu'au préalable il était demandé à la RDC de notifier les types des armes, des effets militaires avant tout achat et même auprès du fournisseur. Et cette condition a été élevée. Voilà pourquoi nous disons que c'est parmi effectivement les actifs de ce pouvoir. Ça voudrait dire le président de la République s'est battu pour que cet embargo qui existe il y a de décennies puisse d'abord être enlevé. Et c'est fait. Félicitations au président de la République. Beaucoup ne voient pas ça. Beaucoup voient le résultat. Mais on devrait se battre avec quoi? Un pays qui ne peut pas acheter des armes. Un pays qui doit passer par des procédures au moment où ses citoyens sont tués chaque jour. Et on compte près de 15 millions de morts. Ces pays-là ont été privés d'armes. Voilà pourquoi j'ai dit, l'ONU est aussi responsable. L'ONU est complice. Comment pouvait-elle nous laisser dans cet état pendant tout ce temps? Et maintenant, on a enterré près de 15 millions de personnes. On vient maintenant parce que Tshisekedi a secoué. On dit, bon, on lâche. Mais oui, on a lâché. Le chef de l'État... Pourquoi on ne condamne pas ces terroristes? Au lieu de se limiter à la condamnation c'est bien beau, mais le président de la République, dans une adresse à la nation, il avait appelé à la mobilisation générale à l'interne. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on parle de mobilisation? Vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes avocat, vous êtes chercheur et coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée. Le chef de l'État a lancé l'appel à la mobilisation et à l'interne, au niveau de formation politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que d'abord, c'est une affaire qui nous concerne personnellement avant de compter sur les alliés, sur les amis. D'abord, j'ai besoin de préciser que le plus grand allié que la RDC a dans cette guerre, c'est sa propre population et son armée. Voilà pourquoi on dit, quels que soient ces efforts diplomatiques qu'on est en train de mener de gauche à droite, eh ben, nous nous préparons en interne de la manière la plus efficace qui soit. Aujourd'hui, on a lancé la campagne pour que le jeune s'enrôle dans les FARDC. Suivez les statistiques. Mais c'est chaque jour qu'il y a des recrues, c'est chaque jour qu'il y a des personnes de bonne volonté qui adhèrent dans leur armée. Vous voyez? Et on a atteint un nombre très important. Aujourd'hui, si vous suivez bien les informations, on a relevé certains militaires de la partie Est, on en a relancé d'autres, des nouvelles recrues bien formées. Donc, sur le plan interne, ceux qui disent qu'on ne fait rien se trompent. Parce que la politique qui a été mise en place, vous avez la loi de programmation militaire, qui a été adoptée et promulguée à l'Assemblée nationale. Cette loi-là permet à l'armée d'avoir le politique, donc les moyens de sa politique. Ça permet à réformer notre armée, qui, depuis tout ce temps, est une armée non organisée. Aujourd'hui, l'armée est organisée. Donc tout ça, ce sont des instruments juridiques qui permettent à ce que nous ayons un cadre normatif assez suffisant et spacieux qui puisse nous permettre effectivement d'appliquer toutes ces politiques. Et donc, sur le plan des opérations, notre armée se comporte très bien. Notre population soutient l'armée et ça se passe bien. Mais on ne peut pas se limiter là. Parce que on dit que les conflits viennent d'un État voisin. Cet État s'est fait accompagner des autres. Donc ça fait déjà intervenir la situation... Les autres, c'est qui là? Non mais écoutez, dans cette guerre, il y a même certains miliciens burundais, ougandais, même kenyans qui ont été découverts sur notre sol, parmi les miliciens qu'on arrête. Donc, les conflits prennent une autre dimension au point que la RDC à elle seule, même si elle a la capacité de repousser l'ennemi, mais il y a des questions de frontières qui doivent se parler avec les autres. Voilà pourquoi on part dans des organisations telles que l'EAC,
où on discute des questions sécuritaires. Mais justement, l'EAC a envoyé une force régionale sans mandat offensif et la population du Kivu, même tout Congolais pris d'épée, ça n'inquiète. Nous avons les militaires de l'EAC qui sont dans le Nord Kivu. Le Burundi a envoyé des militaires, l'Angola a envoyé de même, mais sans mandat offensif. C'est pour créer une zone tampon, parce que ces gens-là, ces militaires qui arrivent au pays, c'est pour venir à la rescousse aux FARDC qui sont sur la ligne de front. Mais ils sont sur le terrain, ils ne se battent pas. Non, mais d'abord, si vous m'avez présenté comme avocat et chercheur en droit international, dans le règlement des différends, le règlement qui est toujours accepté et qui est privilégié, c'est le règlement pacifique des différends. C'est comme ça qu'on a mis en place la charte de l'ONU. On ne voulait pas qu'on puisse résoudre des différends par des guerres. La guerre pendant que le pays est attaqué. C'est nous qui sommes attaqués. Il y a des territoires qui sont en train de tomber. C'est les Congolais qui sont attaqués. Mais quand on recourt à un organe de l'ONU, l'ONU est censée être neutre, dans une certaine mesure. Vous voyez? Et cette ONU-là peut mettre ses bons offices à notre disposition pour qu'on voie comment on peut juguler ou carrément régler la crise. Alors, quand on fait appel aux forces de l'EAC, ce n'est pas dans le vide. Tout part de la feuille de route de Rwanda et de Nairobi. Il a été décidé qu'il fallait cantonner ces miliciens. Et pour les cantonner, il fallait également qu'il y ait de forces alliées, de forces membres de ce bloc, qui viennent effectivement confirmer ces cantonnements-là. Et pendant combien de temps? Non, mais écoutez, tout est défini dans le mandat. Mais cette feuille de route n'est pas respectée. Et je sais. Au lendemain des travaux de Luanda, on avait dit que 24 heures après, 48 heures après, il devait y avoir un cessez-le-feu et que les M23 devaient retourner à ses positions initiales. 2 jours après, ils ont attaqué. Non, pas même aujourd'hui, 2 jours. on est en train de violer justement les accords de Luanda, les Nairobi, au vu aussi de tout le monde. Nous tous, on pensait que, comme le président Macron l'avait dit, la France est impliquée pour que les 2 feuilles de route soient respectées. Le président avait dit, attendons voir c'est dans quel qui joue. Si ça ne se fait pas, là, si ça s'est fait, on dira que bravo la France, parce que vous êtes intervenu. Mais si ça ne se fait pas, nous voulons la condamnation des États membres de l'ONU qui doivent effectivement réaliser que le Rwanda n'est pas sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Et donc, ici, on n'est pas en train de chercher qui a raison ou qui a tort. Pas du tout. Mais ici, ça a été décidé, noté. Le pays se sont engagés dans cette feuille de route. Comme la feuille de route n'est pas respectée, la République tire les conséquences qui s'imposent. Et ces conséquences, on ne vient pas les étaler ici. Ok, merci. Ces stratégies, je vous dis qu'elles sont déjà on ne vient pas les étaler ici, ça relève de la stratégie. Il y a des options, le chef de l'État les avait soulevées lors de son adresse. Il avait parlé de l'option militaire, il a expliqué la bonne foi du gouvernement de la République. Aussitôt pris ses fonctions, il a fait une tournée africaine auprès de tous ses voisins et tout. Il a même signé, le gouvernement a signé des accords avec les Rwandais pour l'exploitation commune, n'est-ce pas, de l'or dans la partie Est. Mais malgré cette bonne foi, la RDC a été poignardée dans le dos par son voisin direct et immédiat, le Rwanda. Donc il y avait d'une part l'option diplomatique et l'option militaire. Pendant que nous sommes dans l'option en même temps militaire, il y a une arrivée qui est annoncée au pays, celle de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. J'ai lu les médias ce matin, on parle d'un médiateur officieux. J'ai lu un tweet d'un des chargés de communication de la présidence de la République qui a dit que Nicolas Sarkozy arrive à RDC, non pas à l'invitation de Félix Tshisekedi Tshilombo, son arrivée est annoncée, c'est pour quoi faire? Non, mais écoutez, dans cette guerre de l'Est, nous avons dit, on vient de le dire d'ailleurs tout à l'heure, que nous avons besoin de la paix. C'est le plus important. Pour la paix, on est prêt à saluer quelqu'un, à parler avec lui. C'est un peu ce que le président de la République avait fait. Il a tourné partout chez nos voisins
pour leur faire comprendre que nous pouvons faire des collaborations. Chacun gagne sans qu'il y ait bain de sang. C'est ça. Vous respectez la souveraineté de la RDC, vous respectez les conditions de la RDC, vous pouvez venir, ça ne nous gêne pas, que comme nous sommes plus riches que tous ces voisins, que ces voisins profitent de nos richesses. La providence divine. Voilà. Alors, ils sont de mauvaise foi, il s'est établi. Mais parce que ça continue, la feuille de route n'est pas respectée, tout ça. Sarkozy, c'est un ancien président. Ça devient en France, quand un ancien président français se déplace, c'est qu'effectivement, il est en train soit de faire une mission au nom de son pays, tout comme il peut venir pour ses raisons personnelles. Mais dans les cas précis, moi je lis ça, j'ai vu une publication de votre confrère de la France, je crois que ça doit, j'ai encore oublié le média, où ils ont voulu prendre la défense de quelqu'un qui, à ce jour, est en train de comparaître devant le juge. Vous voulez parler de Mwangachuchu? De Mwangachuchu. Edouard Mwangachuchu, de Massissi. Ouais, vous avez lu que votre confrère français lit ce monsieur et l'appelle un allié du président. Quand je lis ça dans le média Quel président? Notre président, le président Félix Tshisekedi. Il y a des chiffons qui ont été racontés et même relayés sur la toile. J'ai bien peur que ça soit celle-là la position de la France pour venir chercher à défendre quelqu'un qui n'a pas encore connu son sort. Ça, ce n'est qu'une présomption, ce n'est qu'une présomption. Ce n'est qu'une présomption et donc il faut laisser la justice faire bonnement son travail. Mais si le président arrive Sarkozy pour des besoins de la paix, s'il a des conseils à prodiguer à la RDC, vous pensez que la RDC peut refuser? Et dans ces conflits, vous pensez qu'il faut privilégier la voie du dialogue? Et s'il faut dialoguer avec qui? Pourquoi le dialogue? Je vais vous dire, parce que c'est très important. La RDC a la possibilité de se faire aider et de finir cette guerre dans moins d'un mois. La RDC est capable. Nous avons tout ce que le monde recherche. Tout ce qui fait, qui monte et qui défait les industries de guerre en RDC. Vous voulez parler des minéraux stratégiques? Je vous dis que la RDC ne manque rien pour s'attraper un allié de taille qui peut venir décidément et qui peut résoudre ces conflits. Mais le président Tshisekedi est de bonne foi. Il ne faut pas qu'on trahisse sa bonne foi. Moi, je vois la bonne foi du président de la République en train d'être trahi. Et pourtant, il est de bonne foi et il a mis notre pays sur cette voie-là. Il a convaincu ses compatriotes que nous devons aller dans tout ce protocole-là. Allons-y à Luanda, rentrons à, je ne sais pas, au Kenya, faisons ceci. Toutes ces manœuvres ont eu un début, elles auront une fin. Nous interpellons le bloc, tant occidental que n'importe quel autre bloc. Jusque-là, c'est l'ONU qu'on est en train de respecter. Jusque-là, c'est tout ce que l'ONU propose que nous faisons. Il ne faut pas qu'on amène la RDC à faire des choix comme le Malien l'ont fait. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Comme le Burkinabé l'ont fait. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Choix légitimes. Non, c'est ça que je dis. Parce que c'est important de le dire. Moi, je le fais comme analyste. Mais je reviens justement sur la question parce que le président Nicolas Sarkozy est annoncé, n'est-ce pas? Il arrive à Kinshasa. Une certaine opinion estime que c'est peut-être la voie du dialogue qui sera privilégiée, qui mérite d'être privilégiée. Et si c'est le cas, dialoguer avec qui? C'est ça la question. La RDC est catégorique. Nous n'allons pas dialoguer avec des terroristes. Le M23 est un mouvement terroriste soutenu par un État connu, le Rwanda. Voyez-vous? Il n'y aura jamais la RDC devant ces terroristes-là en train de négocier. Ça, c'est la ligne rouge pour la RDC. Et le message doit être bien compris. C'est comme ça. Vous suivrez le porte-parole du gouvernement, il vous répétera la même chose. Vous suivrez les instances officielles, on vous répétera la même chose. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait à Luanda? Mais on dialogue.
C'est quoi les dialogues? Les chefs d'État s'y retrouvent et on parle. On a même produit une feuille de route. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On est parti à Nairobi, on a fait la même chose. On a été grugé. Notre bonne foi a été affectée. Et donc, pourquoi j'ai fait référence à un partenaire qui peut nous aider à finir ça? C'est parce que je ne veux pas que demain, que ces blocs-là, qui soutiennent les terroristes, qui soutiennent la guerre dans notre pays, qui soutiennent que de millions de Congolais meurent, que ces blocs-là se disent à un moment que nous avons perdu complètement la RDC. C'est possible. Merci beaucoup. Et la RDC sera toujours très forte parce que nous avons tout ce qu'il faut pour un pays aujourd'hui d'être puissant dans le monde. Maître Donald Kabasele, c'est votre point de vue. Nous vous le concédons. Nous allons prendre un autre sujet d'actualité, c'est le processus électoral. Vous le savez, il y a maintenant de l'effervescence, même si la campagne n'est pas encore lancée. Je vois qu'il y a les rappels des troupes dans différents états-majors, des partis politiques qui sont en train d'affûter leurs armes pour les élections qui se profilent à l'horizon, donc les élections du 20 décembre 2023. Vous êtes cadre du parti présidentiel UDPS. Est-ce que votre parti, il est prêt pour aller à ces élections? Parce que nous côtoyons, hein? Oui, oui. Et nous côtoyons certains cadres, notamment de votre parti et d'autres partis qui estiment qu'il faut savoir prioriser les choses. Est-ce que les élections du 20 décembre 2023, c'est la priorité ou la priorité, c'est d'abord ramener la paix à l'Est? Est-ce que votre parti est prêt à aller à ces élections? Notre parti, l'UDPS, est plus que prêt à aller aux élections. Nous l'avons démontré. Le secrétaire général de notre parti, Augustin Kabouya, AK-47, a pris des décisions. C'est une arme justement, AK-47. C'est un sobriquet que vous lui avez collé. Oui, c'est un pseudo. À cause de son combat, il fallait qu'il prenne un nom. Et c'est celui-là. AK-47. AK-47, le Kalachnikov. Donc, imaginez, les décisions ont été prises pour fixer comment les candidatures doivent être reçues dans notre parti. Le fiche pour candidats sont déjà dispatchés partout en République démocratique du Congo. Nous avons créé des fédérations là où il n'y en avait pas. On a créé des sections et des sous-sections. On a créé des cellules, on crée de base. Moi, j'ai eu l'ordre de mission officielle du secrétaire général pour aller à Kananga, ma province. Je salue d'ailleurs la population centre kassaïenne, donc les Kanangais et les Kanangaises, avec une seule mission, à demander, sensibiliser la population à s'enrôler. Il n'y a que l'UDPS qui a fait ça. Et donc, au moment où nous vous parlons, nous sommes déjà en train de clôturer la réception des candidatures. Les commissions ad hoc sont faites dans chaque fédération pour filtrer et examiner les candidatures qui doivent être retenues. Et donc, nous sommes prêts. Donc, imaginez que d'ici la fin de la semaine, donc à 8 mois de ces élections, la fin de la au niveau du parti présidentiel, non, vous estimez que vous êtes prêt? Là, je vous parle du parti présidentiel. L'UDPS. D'ici la fin de la semaine, on a clôturé avec des candidatures. Le caution, le parti est en train de s'organiser avec les cotisations de nos députés nationaux, des membres qui sont passés par là, pour payer les cautions de tous nos candidats. Et on va éparpiller les candidatures partout en République démocratique. Bon, je ne veux pas que vous alliez dans beaucoup de stratégies. C'est important de le dire. Donc, quand vous voyez le parti présidentiel qui pouvait dire, ben écoutez, moi je suis parti présidentiel. Vous vous rappelez, on a connu des partis présidentiels qui ont sorti des candidats même à la veille des élections. Mais quand vous voyez un parti présidentiel, après de 8 mois d'élections, s'organiser à ce niveau-là, le message est clair. Le processus électoral est irréversible. Nous sommes résolument engagés à aller aux élections. Mais, parce que vous avez besoin qu'on parle. Oui, parce qu'il y a déjà nous des sur les priorités. Nous ne pouvons pas être contents
qu'une partie de notre population, constituée de nos combattants, parce que les combattants de l'UDPS représentent près de 30% de la population congolaise. Voyez-vous? Une partie de cette population... Selon vos statistiques. Non, mais c'est certifié. C'est certifié que sur le 100% de la population en RDC, l'UDPS a à peu près 30% de la population. Voyez-vous? C'est des combattants enregistrés, alignés, identifiés. Ah, mais il faut faire attention parce qu'en politique, surtout au pays, à Kinshasa et dans d'autres provinces, la même base que vous appelez base, s'il y a un autre parti politique qui organise une sortie, c'est les mêmes personnes qui vont là-bas et ils sont partout en même temps. Non. Ça ne dit absolument rien. Vous avez la foule, c'est toujours relatif par rapport à ces pays. Les mêmes gens sont au Palou, les mêmes gens sont ils sont dans d'autres partis politiques. Ça se passe ailleurs, pas à l'UDPS. À l'UDPS, les combattants de l'UDPS sont connus. Il y a la loyauté. Ne vous en faites pas. Vous ne trouverez pas un combattant de l'UDPS courir derrière X ou Y parti ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ça se passe ailleurs. Et ça, tout le monde peut certifier. Nous allons le vérifier le 20 décembre. Sans problème. Et, mon frère, au stade actuel, notre pays est agressé. Le président de la République l'a dit au président Macron. C'est le temps de venir finir la question de l'insécurité, d'aider la RDC à résoudre définitivement cette question. Pourquoi? Parce que si demain, on part aux élections et la partie Est du pays ne part dans cette élection, il ne faut pas crier au scandale. Aujourd'hui, dites-moi, avec cette guerre, comment on va enrôler quelqu'un? Nos populations de l'Est, comment ils auront leur carte? Est-ce qu'il n'y a pas risque dans ces zones-là que de Rwandais, de Burundais, des Ougandais prennent des cartes d'électeurs dans les zones qu'ils contrôlent? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse venir séquestrer un membre ou un membre de la CENI et lui imposer des choses? Alors, résolvons aussi cette question. Parce que de cette question aussi... C'est une réflexion qui est lancée. Non, mais écoutez, de cette réflexion... Mais écoutez, dites-moi, si cette population n'est pas enrôlée, c'est que on va aller aux élections sans eux. Alors qu'est-ce qu'on dira de ces élections? Peut-être qu'il y aura elles ont été inclusives. Il y aura d'autres formules qui seront trouvées d'ici le 20 décembre 2020. Et donc la seule inquiétude pour l'UDPS, c'est cette question de l'Est. Heureusement qu'on est en train de la résoudre. Les gouvernements ont mis des moyens, des stratégies et tout, pour que tout se passe superbement bien. Nous sommes en train de terminer cette émission. Maître Donald Kabasele, vous êtes avocat, chercheur en droit, coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée pour la République, un haut cadre pour la nation, de l'Union sacrée de la nation, merci. Et puis vous êtes un haut cadre de l'UDPS. Vous avez parlé de votre récent séjour à Kananga pour haranguer les troupes derrière le président de la République que vous voulez, à qui vous voulez accorder un deuxième mandat, n'est-ce pas, à la tête du pays. Est-ce que vous avez un message à tous ces combattants? Vous avez évalué vous-même à 30% sur l'ensemble du pays. Ils vous suivent après de Lubumbashi, du Kasaï, du Grand Bandundu, de l'Équateur, donc de partout à travers le pays et même le monde, parce qu'il y a des combattants en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui se sont d'ailleurs enrôlés. Vraiment, d'abord, je relaye le message du secrétaire général de notre parti, le CG Augustin Kabouya, qui a demandé à tout combattant, partout où il se trouve, que ce soit en République démocratique du Congo ou dans le pays qui ont été choisis pour effectivement faire cette expérience électorale. Il nous a demandé d'aller nous faire enrôler. Je demande à nos combattantes et combattants à s'enrôler. Pas seulement s'enrôler eux-mêmes, mais il nous a aussi demandé de sensibiliser les autres membres, même d'autres partis politiques, qui ne veulent pas s'enrôler, à aller s'enrôler. Pourquoi? On parle d'élection, mais il y a des partis politiques qui ont refusé de s'enrôler. Demain, ce sont ces partis-là... Mais c'est une bonne guerre. Non, mais s'il vous plaît. Ils sont libres. S'il vous plaît.
demain, ce sont ce même parti-là qui vont crier au scandale. Voyez-vous? Nous, à l'époque, quand on a pris la décision de nous retirer, nos l'UDPS, de ne pas s'enrôler, de ne pas voter, on a respecté la ligne de notre parti. Voyez-vous? On n'est pas venu après pour faire de problèmes dans cette histoire-là. Voyez-vous? Mais le mal ici, c'est quoi? C'est un peu comme la fois passée. Ne partez pas voter avec la machine à voter. Je ne serai jamais candidat avec la machine à voter. Aujourd'hui, on se réclame être le président élu sur base d'une machine à voter. C'est un peu contradictoire. Et donc, pour nous éviter cet embrouille... Vous parlez des Fayoulou? Ben bien sûr, il avait dit que jusqu'à la dernière minute, il ne fallait pas aller avec la machine à voter. La politique est dynamique. Et après, Maître Donald je suis le président élu et j'ai été voté dans la machine à voter. Donc vous comprenez que ce n'est pas bon. Et donc les gens qui ne s'enrôlent pas, effectivement, ils doivent prendre la mesure de leur décision. Ça veut dire, vous ne vous enrôlez pas, ne dites rien pour les élections qui vont se faire de toute façon. Maître Donald Kabasele, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes hyper occupé, je l'ai senti. Merci. Merci de nous accorder de votre temps pour lever un pan du voile par rapport à la situation socio-politique et sécuritaire de notre pays, même sur le plan international avec la guerre en Ukraine. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci, merci, et nous nous retrouvons au prochain numéro.